Grand format, avec ce portrait d'un mythe, une silhouette et un bonnet rouge connu du monde entier, la French Touch avant l'heure. Il y a 60 ans, le monde du silence recevait la Palme d'Or à Cannes. Le commandant Cousteau nous invitait déjà à prendre conscience des trésors des océans. Tentons aujourd'hui d'en savoir plus sur lui, personnage énigmatique devenu légende, tout cela à l'aide notamment d'archives inédites. Documents signés Lionel Feuerstein, Frédéric Capron, Benjamin Genome, Mathilde Rougeron, avec Nicolas Berthelot. À tout à l'heure. C'était une époque sans Internet, ni téléphone portable. Une époque où l'on prenait le temps de s'installer devant son poste pour suivre, comme des millions de Français, des aventures incroyables. Souvenez-vous, l'homme au bonnet rouge, le commandant Jacques-Yves Cousteau. « 19 ans après sa disparition, ses compagnons d'Odyssée ne l'ont pas oublié. Il a fait rêver tellement de monde. Et c'est une tranche de vie qu'on n'oubliera jamais. Cousteau, c'est un acteur formidable. Il a un sourire éclatant, c'est un charmeur, c'est un séducteur. Je ne serais pas ce que je suis sans Cousteau. Ça a été pour moi le top de ma vie. Cousteau, c'est l'histoire d'un destin exceptionnel. L'âme du commandant hante toujours ses calanques. Car c'est d'ici, près de Marseille, que sont parties ses premières explorations. François Sarano est l'un des grands spécialistes du monde marin. Le biologiste a passé 13 ans aux côtés du Pacha, comme le surnommaient ses proches. Ici, c'est la maison de la plongée sous-marine. C'est là que tout a commencé. Et dans un monde qui était bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Quand Cousteau, Dumas, Taillès, Bébert plongeaient ici, là, dans la calanque, il y avait des mérous comme ça. On raconte des histoires des mérous de 40 kilos. Alors, on raconte des histoires, elles paraissent merveilleuses, on pense que c'est de la légende, mais les films et les photos sont là pour témoigner. En 1942, non loin d'ici, Cousteau rentre dans l'histoire. Le commandant filme, en pleine guerre, pour la première fois, un documentaire sous-marin de 18 minutes. Des images jamais vues à l'époque. Voici un essaim de minuscules castagnols. Nous pourrions les disperser d'un geste, comme des mouches. La même année, le cinéaste se révèle aussi inventeur de génie. Il élabore avec l'ingénieur Émile Gagnant un détendeur. Pour la première fois, ce mécanisme permet de réguler automatiquement l'air des plongeurs. C'est une révolution. Fini l'équipement lourd du scaphandrier, place à la liberté. 3 officiers de marine, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Jacques Cousteau, viennent de mettre au point un extraordinaire appareil de plongée qui va leur permettre, sans scaphandre, de descendre jusqu'à plus de 60 mètres de fond. La plongée est libre, aucun lien de sécurité avec la surface. Image véritablement sensationnelle que France Actualité est heureux de présenter pour la première fois. Dès lors, le commandant n'a qu'une idée en tête. Mettre ses caméras sous l'eau pour montrer au monde entier le spectacle de la mer. Faut imaginer quand Cousteau passe ses films, on est juste après-guerre. Les gens n'ont pas la télévision, ils n'ont pas les communications qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout d'un coup, dans ce monde-là, Cousteau amène Mars. Mars et la vie sur Mars. Et pas simplement la vie sur Mars. Des gens qui vont voir la vie sur Mars. Not one, but many.
Cousteau ne vient pas d'une famille de marins. Il est né en 1910, à Saint-André-de-Cubzac, du côté de Bordeaux. Son père est avocat d'affaires, il l'emmène vivre aux États-Unis. Là-bas, l'adolescent est fasciné par le cinéma. Il veut être metteur en scène. Finalement, il s'engage dans la marine. École d'officier à Brest, il épouse en 1937 une fille d'amiral rencontrée au Japon, Simone Melchior, dite la Bergère. Ils auront 2 fils, Jean-Michel et Philippe. Sa première vie est déjà bien remplie, mais l'homme a un destin à accomplir. En 1974, il se raconte face à Jacques Chancel. Commandant Cousteau, nous nous réjouissons tous de vous voir revenir à la surface. Paul Guth dit de vous, il a le nez busqué des squales, une maigreur affûtée par l'eau et d'énormes yeux verts où macèrent des algues. Commandant Cousteau, dès votre jeunesse, est-ce que vous étiez pris par l'ambition? J'ai jamais été ambitieux. Je ne suis toujours pas. Pas du tout. Vous êtes passionné par la gloire ou par l'argent? Ni l'un ni l'autre. C'est une vocation non. Maîtresse. Non, je m'amuse. Ça, c'est important. J'adore m'amuser et j'adore chercher, j'adore jouer avec des engins nouveaux. Et pour jouer, le commandant a besoin d'un navire d'exploration. Ce sera la fameuse Calypso, un ancien dragueur de mine récupéré à Malte en 1950. 44 mètres de long, 7 mètres 45 de large, une jauge de 325 tonneaux et 2 moteurs de 10 nœuds. Cousteau est aux anges. Pour Simone, sa première femme, c'est un coup de foudre. Elle y passera plus de temps que son mari. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mais tu me fais revenir en arrière, là, hein? Ah, écoute. Ça, je rentre dans ma jeunesse, là. Alors, montre-moi un peu tout Yves Omer est un ancien plongeur de la Calypso. Ça, c'est un beau bateau. Et avec ça, les tempêtes formidables. Une vie incroyable. Des gens, comme jamais je n'ai retrouvé ailleurs. Hors la mer. Tu as passé combien d'années dessus? En tout, 10 ans. 10 ans. Une belle tranche de vie. 10 ans de vie là-dessus. Tu vois, cette coursive, il nous arrivait de faire des siestes là-dessus, alors que le bateau roulait au gré de l'onde, gentille et belle. C'est très agréable de faire la sieste comme ça. Cette maquette de la Calypso, il y a forcément les souvenirs qui... Ah ben, que ça. Toutes les situations, les sauts, arriver avec les Zodiacs, le bateau roule, vous arrivez à toute vitesse, vous vous collez, vous sautez du Zodiac sur le bateau, vous passez les bouteilles, toute cette aisance que donne la jeunesse, et puis surtout que donne la vie quand vous êtes jeune. Vous avez une vague qui vous prend et qui vous emporte. Moi, elle m'a emporté comme elle a emporté Calypso. Ou que quand Calypso avait les montagnes de mer derrière, vous voyez le cul qui se levait, la montagne qui arrivait, et puis ça passait dessous. C'était merveilleux. Avec la Calypso, Cousteau, l'explorateur, rejoint la mer Rouge. Puis l'océan Indien, les Seychelles, Madagascar. À bord, le Pacha va tourner son premier grand film, Le Monde du Silence. À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film. Ces hommes, ce sont les plongeurs de la Calypso, le navire de recherche sous-marine du commandant Cousteau. Une plongée de plus. Avec Philippe Taillet et Frédéric Dumas, nous en avons fait des milliers depuis 20 ans. Car il y a déjà 20 ans que notre curiosité nous a entraînés sous la mer. En haut de l'affiche, des requins, des baleines, mais aussi les fameux scooters des mers. Et pour la première fois, un poisson, Jojo,
devient aussi célèbre que Brigitte Bardot. Jojo le Mérou, m'accorderez-vous cette valse? Cannes ovationne cet ovni, co-réalisé par Louis Malle. Le film remporte la Palme d'Or en 1956 et un Oscar l'année suivante. Le miracle du cinéma, c'est de diffuser largement, de faire connaître aux foules des choses que jamais ils n'auraient l'occasion de rencontrer. Moralité, nous vivons quand même une époque bien intéressante. Une époque absolument passionnante, qui le deviendra d'ailleurs de plus en plus, j'en suis persuadé. 60 ans après, nous avons retrouvé l'un des héros du film. L'ingénieur André Laban, aujourd'hui artiste peintre, a été pendant 20 ans le bras droit de Cousteau. Il y a ce fanal qui était sur le Glasgow. C'était quand on a tourné Le Monde du Silence. Sur cette épave qui était vierge complètement, personne n'avait mis la palme sur le pont. Vite, la barre à droite, là-bas. À droite, top. Retour du Monde du Silence, Cousteau a dit qu'il faudrait trouver un moyen d'aller plus profond et de rester plus longtemps. André Laban va alors concevoir un engin incroyable. Une véritable soucoupe plongeante. Un mini-sous-marin pour 2 personnes. Le tout, c'était de fabriquer quelque chose qui soit à l'échelle humaine. Qu'on puisse se mettre sur la Calypso, mettre à l'eau et la ressortir. La propulsion est assurée par des jets d'eau que vous voyez là, d'abord de l'air qui est craché et ensuite de l'eau que nous avons colorée de façon à mieux la voir. Et qui peut être envoyée dans toutes les directions. Dans toutes les directions, de façon à pouvoir tourner, monter, descendre. Et là, la soucoupe arrive à sa vitesse normale de croisière qui est de 4 à 5 km à l'heure. L'histoire de Jacques-Yves Cousteau est liée à Monaco. Pendant 30 ans, il dirige le musée océanographique. Derrière son bureau, il rêve à de nouveaux projets scientifiques. Après la soucoupe plongeante, place aux maisons sous la mer. Le Pacha imagine que l'homme peut y habiter, développer des fermes, exploiter les ressources sous-marines sans remonter à la surface. En 1962, il lance sa première expérience. D'abord avec Albert Falco, son fidèle lieutenant et Claude Wesley. Les plongeurs s'installent dans un habitat rudimentaire, immergé à 10 mètres de profondeur. Une semaine de vie sous l'eau, c'est l'expérience pré-continent. Un an plus tard, 5 autres plongeurs vivent un mois, entre 10 et 30 mètres de profondeur. Puis c'est l'ultime défi. Au bout de 2 ans de rêves, de projets, de travaux, Précontinent 3 est prête. 6 océanautes travailleront au fond de la mer, entre les profondeurs de 100 et de 130 mètres, à des besognes très diverses et réalistes, comme par exemple l'entretien d'une tête de puits de pétrole ou le forage d'un trou. Yves Omer fait partie de cette expédition inédite. Vous imaginez pour un type de 24 ans, quand on me dit tu vas faire ça, wow. À 100 mètres de profondeur, vous voyez quoi? Pas grand-chose parce que c'est assez noir. Mais il y avait quand même l'ambiance autour de la maison. Là, elle y était, ça existait. C'était une beauté. J'ai l'impression bizarre que nos amis les océanautes sont devenus des spécimens dans un aquarium. On se dirigeait vers la tête de puits et on commençait à travailler dessus. C'était comme ça, hein. Il faisait tellement froid, on était comme ça. Et je vois de la lumière arriver, c'était Cousteau qui arrivait avec Falco et la soucoupe.
Et puis je voyais les besicles du vieux briller. Je dis, merde, il faut quand même que je montre que je ne tremble pas. Alors je me force, je contrains mes mains, elles ne tremblent plus, mais les fesses se mettent à trembler comme ça. Et on a réussi à faire tout ce qu'il fallait faire. La vie à 100 mètres de profondeur réserve quelques surprises. Le chef parisien qui s'est chargé de cuisiner ses plats serait déçu d'apprendre qu'il a déployé ses talents en pure perte. Les océanautes mangent de bon appétit, mais ils ne peuvent savourer leur nourriture parce que l'hélium, entre autres mauvais tours, amoindrit le goût et l'odorat. Ils inondent leurs aliments de ketchup. André Laban, le chef de mission, s'en amuse encore. Les oursins, par exemple, quand on essayait de manger, n'étaient pas bons. Le vin, on avait apporté une bonbonne de Beaujolais qu'on a jetée par-dessus bord. On l'a trouvé imbuvable. Les océanautes sont aussi des cobayes pour les scientifiques. Ils sont examinés quotidiennement. Et on amasse des montagnes de données sur le fonctionnement de l'organisme humain soumis à une pression de 11 atmosphères. La grande question qui se posait, sont-ils capables d'aller jusqu'au bout? Et comment? Après 23 jours à 100 mètres de profondeur et 3 jours de décompression, les océanautes remontent à la surface. C'est un immense exploit technique et scientifique. Ça a été pour moi le top, le sommet de ma courbe de ma vie, oui. Parce que c'est quelque chose, hein, si j'aurais pu peut-être aller dans la Lune, ça aurait été aussi important. Évidemment, ces missions ont un coût élevé. Il faut payer l'équipage, l'entretien de la Calypso. Alors pour trouver de l'argent frais, Cousteau se tourne vers l'Amérique. Fin 1966, c'est un tournant. La grande chaîne ABC lui signe un chèque de 4 millions de dollars pour une série documentaire. Il est question de 12 films en couleur de 1 heure, c'est-à-dire une quantité phénoménale de documents. Je crois que c'est le plus grand contrat que la télévision américaine ait jamais signé. Et en effet, il paraît que c'est le contrat le plus important que j'ai jamais signé. L'explorateur et ses compagnons deviennent les héros populaires de l'Amérique. Des années bénies, estime le photographe François Dorado. Partout où on allait, quand on arrivait, on avait le tapis rouge, on était vraiment des stars. Là. C'est Cousteau, le 3e personnage, oui, des États-Unis. Le 2e, c'était John Wayne. Mais ça, il était inamovible, John Wayne, comme personnage. Et puis, c'était Nixon, le premier. C'est la télévision qui a créé Cousteau? Oui. Oui, beaucoup, oui. Oui, c'est évident. Pour réaliser ces documentaires, Jacques-Yves Cousteau, JIC, s'entoure alors de jeunes talents, comme le cinéaste Jacques Renoir, qui est aussi l'arrière-petit-fils du célèbre peintre. Là, c'est Albert Falco qui tient une source d'éclairage, et là, on devine Yves Omer en train de filmer avec une caméra sous-marine. Et des paysages grandioses. Ce qui était quand même formidable, c'était qu'on avait les moyens. Il y avait des plans risqués pour le matériel. Et je disais à Gic, là, on va faire ce plan-là, mais je risque de faire tomber la caméra extérieure, dans l'eau et la perdre et tout. Il me dit, Jacques, si vous me ramenez un plan de 10 secondes que l'on monte dans le film, ça paie le prix de la caméra. Ces films répondent à une mécanique précise, didactique et spectaculaire. Les films étaient construits comme une tragédie grecque, c'est-à-dire qu'il y avait 4 actes. Parce que la télévision américaine, chaque 12 minutes, le film était coupé par un spot publicitaire. Donc il fallait veiller à ce que chaque fois, à chaque acte, on termine sur un temps fort, de façon que le téléspectateur américain reste accroché devant son écran. Une équipe de la Calypso s'est aventurée dans les rivières froides de l'île de Kodiak, au large de l'Alaska.
Elle est venue pour filmer les péripéties tragiques de la migration des saumons rouges. Maintenant, ces poissons magnifiques vont affronter d'autres dangers. La série Odyssée fait le tour du globe. Elle est diffusée dans 120 pays, même en URSS. Ce succès repose notamment sur des images étonnantes et des rencontres exceptionnelles. Mais l'Odyssée, c'est aussi et surtout une aventure humaine. Pendant 20 ans, Bernard Delmotte, chef plongeur, a porté fièrement son bonnet rouge, emblème des scaphandriers, devenu le symbole de l'équipe Cousteau. Ça, c'est le premier. Il est un peu mité d'ailleurs, mais je l'ai gardé en souvenir parce que c'est le premier que j'ai eu. À l'époque, il fallait avoir fait ses preuves au niveau de l'esprit d'équipe. Il fallait être passionné, fasciné par ce qu'on faisait, et disponible tout le temps. Donc, on va dire 4-5 mois, 6 mois peut-être après, la bergère m'a dit « Bernard, voilà, je vous donne un bonnet aussi ». Ça a été la consécration, on va dire, quelque part. Bernard est l'homme qui murmurait à l'oreille des baleines. Il a un contact inné avec les animaux. C'est lui sur ces images incroyables. On s'approche, et à ce moment-là, quand je l'ai attrapé, je me suis trouvé les mains coincées derrière, ce qui m'a permis de tenir beaucoup plus longtemps. Donc on a commencé à descendre. Je sentais mes oreilles qui passaient, touc, 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 touc. Et moi, je regardais l'œil de la baleine qui était à moins d'1 mètre de moi, qui me regardait en arrière comme ça, et il se passait quelque chose. Rien et tout. On n'avait pas envie de se quitter. On attendait qu'il se passe quelque chose. Et puis quand même, l'eau a noirci un petit peu. Je devais être vers 45-50 mètres. Et là, sachant que j'avais une bouteille d'air qui était réduite un peu, je l'ai quitté à regret d'ailleurs. Mais ça, c'était un moment qui a duré, on va dire, une vingtaine de secondes, mais qui avait l'impression qu'on faisait partie d'un autre monde tous les deux. La baleine m'emmenait dans sa valse, on va dire. Cousteau s'intéresse aux grandes énigmes scientifiques, comme l'Atlantide, l'île de Pâques ou les lacs Incas. Mais son rêve d'explorateur, sa plus belle expédition, c'est l'Antarctique. Le continent blanc, ses fonds marins, le fascinent. Tous les anciens de Cousteau qui ont fait l'Antarctique ont été marqués par cette expédition. Parce qu'on s'est retrouvé à 32 sur la Calypso et on a passé 6 mois quand même, entièrement. Moi, je n'arrêtais pas de faire des photos parce que c'était extraordinaire. Le pire qu'on ait fait dans le genre dangereux, c'est plonger dans les failles d'iceberg. Ça, oui, ça, c'était redoutable. 3-4 jours après, la Calypso s'est désamarrée. D'un coup, sur le bateau, on entend un hurlement. Et en fait, c'était ce fameux iceberg qui s'était retourné complètement. Mais des millions de tonnes de glace qui s'est retourné. Alors que la veille, on était dedans. Et le commandant, qu'est-ce qu'il disait par rapport à tout ça? Bon, non, lui disait, bon, bah, allez-y, les mecs, c'est tout. Non, je sais pas, il faisait pas de commentaires particuliers. On n'était pas frôle la mort. Moi, c'était pas mon genre du tout, mais inconscient, totalement. Les missions du commandant Cousteau ne sont pas sans risque. Depuis 1947, 6 hommes sont morts en expédition. En 1979, Philippe, le fils cadet du commandant qui l'accompagne partout, va être victime d'un terrible accident. Ce 28 juin, il pilote son hydravion, tout juste sorti de révision. Mais au moment d'amérir, près de Lisbonne au Portugal, l'avion se disloque.
C'était presque la chronique d'une mort annoncée, je dirais presque, parce que j'ai volé avec lui dans le BBY, qui était un cercueil volant. Hein. Ça a été dramatique pour Gic, hein, pour le Pacha. Parce que le Pacha a mis toute son énergie sur Philippe. C'était celui qui avait les mêmes envies que lui, les mêmes décisions que lui, le même sens artistique, on va dire. Il avait mis tous ses espoirs dans Philippe pour le suivi de sa société. La dépouille de Philippe est immergée au large du Portugal, en présence de sa famille. Le Pacha n'a jamais plus été le même après, ni la bergère d'ailleurs. Même s'ils ont continué, ça n'a jamais plus été la même chose. Sans Philippe, le commandant veut tout arrêter. Mais son fils aîné Jean-Michel l'en dissuade. Après quelques mois, Gic repart. Désormais, l'explorateur devient missionnaire de l'environnement. D'abord pour la Méditerranée, qu'il sillonne avec des scientifiques. La mer est polluée, mais surtout ravagée par la surpêche. Dire que la Méditerranée est en train de mourir, bien sûr que non. Mais elle est malade, oui, elle a des problèmes. Commandant, quelle solution préconisez-vous? En fait, il faut changer complètement de politique pour protéger vraiment la vie des générations futures. C'est de ça qu'il s'agit. François Sarano va aussi voir le Pacha s'engager davantage aux côtés des populations dont les milieux naturels sont menacés. Cousteau n'est pas né écologiste, c'est pas une idéologie d'intellectuel. C'est quelque chose qui vient des tripes et de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent en explorant le monde. Cousteau développe un concept d'énergie propre, la turbovoile. L'air aspiré puis expiré dans ses grands mâts fait avancer l'Alcyone, son navire, en économisant 30% de carburant. Mais la grande victoire de Cousteau, c'est la préservation de l'Antarctique. Il n'a de cesse de mobiliser l'opinion contre l'exploitation minière ou pétrolière du continent blanc. La plus grande réserve d'eau du monde est déclarée zone naturelle pour 50 ans. C'est un engagement fort qui rallie plus d'1 million de signatures. Une pétition pour préserver l'Antarctique, 1 million de signatures, c'est colossal, colossal. À l'époque, c'était pas Internet, encore une fois, c'est du papier, ce sont des lettres, ce sont des signatures physiques. Et ça a été une victoire formidable pour Cousteau. Jacques-Yves Cousteau devient le héros mondial de l'environnement. Au sommet de la Terre à Rio, on l'appelle Capitaine Planète. If there was a real Captain Planet, it would have to be Captain Cousteau. Les présidents du monde entier se pressent à ses côtés. Bravo pour votre discours. 92, Captain Planet, le seul civil à côté de tous les chefs d'État sur la photo de famille à la fin. Comme un chef d'État, mais plus qu'un chef d'État, une conscience mondiale. Sommet de Rio, c'était Cousteau. Sommet de Rio, on y a cru. Sommet de Rio, j'y ai cru. Enfin, tout le monde se disait, on dépend de cet environnement, on dépend de cette petite planète, on doit le faire en commun, il faut faire quelque chose. Et après ça, on a dit, ben, c'est pas gagné. On a vite déchanté. Après Rio, ça a été dur. Jacques-Yves Cousteau vieillit, mais ne semble pas redouter la mort. En 1991, il en discute sans tabou avec 2 légendes de l'aventure. L'alpiniste Maurice Herzog et l'explorateur Paul-Émile Victor. L'aventure est un moyen de voler du temps à la mort. Elle est bien ta définition, mais la mort, faut pas en faire un chocolat. J'ai l'impression qu'on fait partie d'un concert, qu'une fois qu'on sera parti, ça continuera. Et ça me conforte énormément. Je vois pas la mort comme une fin, pas du tout. Finalement, c'est la Calypso qui cède la première. En 1996, elle coule à Singapour, percutée par une barge. Ouf, ça m'a filé un coup, moi. C'était ma maison. Hein. C'était ma maison. J'ai tout de suite téléphoné aux copains pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'était passé, etc. Mais
j'ai appris le drame, idiot d'ailleurs. C'est pas digne d'un bateau qui s'est battu contre tous les océans et contre toutes les mers du monde, quoi. Capitaine Planète est malade. Hospitalisé à Paris, il succombera en juin 1997. Il a 87 ans, dont près de 70 passés au service de la mer. Je ne sais pas s'il est allé au bout de ses rêves. En tous les cas, il a fait rêver tellement de monde. Je crois qu'il faut regarder le commandant Cousteau comme quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. À l'époque, sans savoir tout ce qu'on savait, sans avoir les moyens qu'on avait, avoir réussi tout ce qu'on a réussi à faire, tout ce qu'il a réussi à faire avec nous, chapeau. C'est un grand monsieur. Vous pensez encore beaucoup à lui? Oui, oui. Je pense que je lui dois énormément dans ma vie quotidienne. Et je lui dois ces souvenirs incroyables. 19 ans après sa disparition, que reste-t-il de l'œuvre de Cousteau et de sa légendaire Calypso? Le navire a été renfloué. Il attendait d'être restauré. En début d'année, grâce à de généreux mécènes, l'opération a pu commencer. Aujourd'hui, Francine, la deuxième épouse du commandant, dont elle a eu 2 enfants, gère la société Cousteau. Avec la Calypso rénovée, elle rêve d'un nouvel essor. Cousteau n'a jamais disparu. Il savait aussi qu'il fallait que, quoi qu'il arrive, c'est qu'elle continue. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire, parce qu'il le mérite. Il le mérite. La Calypso devrait devenir un ambassadeur de la mer, un lieu d'étude et de défense de l'environnement. Une façon de poursuivre l'odyssée du commandant Cousteau. Voilà pour ce portrait du commandant Cousteau. Vous le retrouverez sur notre site, 13h15, pour en savoir plus sur les actions de l'association, le site internet de la Cousteau Society. Et puis dans quelques mois, un film lui sera consacré et c'est Lambert Wilson qui interprétera son personnage. Demain dimanche, ne manquez pas notre hommage aux hommes de la Grande Guerre. À ce soir, 20h, toute l'actualité. Tout de suite, la météo, Nathalie Ruet, puis Tout compte fait avec Julien Bugier.